La conférence de Bandung a eu lieu il y a 60 ans, mais pourtant l'événement semble préhistorique. Est-ce que, selon vous, l'esprit de Bandung est mort? Il faut dire que l'esprit de Bandung lui a été insufflé par le réveil décolonisé. Et les sentiments qui existaient dans cet ensemble de mouvements luttant pour la décolonisation, les uns pacifiquement, d'autres par les armes, ces mouvements avaient un objectif, la disparition du colonialisme. Sur le nombre de la lutte contre la discrimination sociale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais à Bandung, l'essentiel des pays qui étaient là étaient les pays d'Asie, déjà décolonisés. Mais parmi ces pays d'Asie, il n'y avait pas l'esprit qui sera plus tard celui des non-alignés. Il y avait le Japon, il y avait Ceylan, il y avait le Pakistan et un certain nombre de pays dont l'Irak, le Pakistan et d'autres étaient déjà partie intégrante du pacte de Bagdad qui était un pacte militaire. Donc il y avait ce premier, si vous voulez, cette première contradiction au sein des partisans de Dambour. Le deuxième aspect, c'est qu'il y avait une tendance avec le Pakistan et Ceylan qui, eux, étaient milités pour que la conférence de Bandung condamne aussi les pays, certains, l'Union soviétique, comme étant la plaque tournante de tout un empire. Donc il y avait déjà toutes ces contradictions qui vont apparaître d'une manière beaucoup plus importante plus tard. Il y avait également des réticences chez un pays comme l'Inde à l'égard d'un certain nombre de mouvements. Par exemple, les Algériens disent aujourd'hui qu'ils ont participé à Bandung. Ils oublient de dire qu'ils participaient à l'intérieur d'une délégation qui était dirigée par le leader tunisien Salah Ben Youssef, qui avait été ministre de la Justice avant l'échec du gouvernement Chennik, qui était chargé des négociations avec la France pour revenir quasiment au traité du Bardon. Ça a été, si vous voulez, l'événement annonciateur d'un autre plus important dans ses dimensions politiques, qui est le mouvement des non-alignés. Et ce mouvement, personnellement, j'ai vécu la première conférence de Belgrade, oui. Le président Ben Khadr était devenu le premier leader au sein du gouvernement provisoire. Il avait comme ministre des Affaires étrangères Saad Dahleb, et moi-même j'ai été nommé comme coordonnateur de la direction centrale du ministère des Affaires étrangères. Et à ce titre, j'ai suivi la conférence de bout en bout. J'ai même rédigé le discours du président Ben Khadr qui fixait les grandes lignes de la politique étrangère de l'Algérie future. Donc, c'était une conférence d'une autre dimension. Mais il n'y avait à cette époque-là que 25 États. Il y avait 25 États et il y avait beaucoup de réticences à l'égard des mouvements de libération. Et il ne faut pas oublier que pour ce qui concerne la délégation algérienne, il y a eu plus d'une année de discussion avec les Indes. Les Indes ne voulaient pas que l'Algérie participe à cette conférence des États. Elles ne reconnaissaient pas le GPRA comme élément d'État dans le Maghreb. Et donc, c'est un événement extérieur, si vous voulez, au sentiment d'un des grands participants, à savoir le président Nehru, qui a précipité
la participation de l'Algérie à cette conférence. C'est les accords d'Évian. C'est que le gouvernement français reconnaissait le GPRA comme interlocuteur. Et il était très difficile à ce moment-là de contester la présence de l'Algérie à cette conférence des non-alignés. Donc, ce sont les accords d'Évian qui ont poussé, si vous voulez, des gens réticents à la participation algérienne, qui ont décidé de son intégration au groupe de Belgrade. Et maintenant, en 2014, est-ce que vous croyez que le non-alignement a encore un sens? Non, je pense qu'il faut se reporter à la conjoncture. Hein. Pendant toute sa vie, le mouvement des non-alignés a été déterminé dans ses revendications par la conjoncture entre ce qu'on appelait alors les blocs de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et aujourd'hui, le bloc de l'Est a disparu. Les non-alignés, on peut dire qu'il y a deux phénomènes qui ont marqué d'une manière importante leur disparition. C'est la guerre d'Afghanistan, hein, c'est un pays du bloc de l'Est qui attaque un pays faible des non-alignés. C'est également l'invasion par le Vietnam du Cambodge une année plus tôt, en 1978. Donc en 1980, on peut dire que c'en était fini du mouvement des non-alignés. Ça n'a pas empêché un certain nombre de regroupements sur des bases d'intérêt. Il y a des groupements qui ont été créés indépendamment des non-alignés, mais avec l'esprit des non-alignés, comme l'OPEP par exemple, qui ont abouti à un certain nombre de résultats jusqu'au jour où les États-Unis ont réussi à entraîner dans leur camp des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, et beaucoup plus grave, ont réussi à les utiliser dans des opérations qu'on peut qualifier de contre-révolutionnaires, aussi bien en Amérique latine qu'en Afrique. Après l'indépendance, l'Algérie a joué un rôle majeur dans le mouvement des non-alignés. Mais qu'en est-il aujourd'hui pour l'Algérie? Est-ce qu'elle est soumise au diktat atlantiste ou a-t-elle encore une petite marge de manœuvre sur le plan géopolitique? Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'au lendemain de son indépendance, l'Algérie a vraiment joué le jeu des revendications posées par les pays non alignés. Son investissement en Afrique a été extraordinaire et quand on connaît les difficultés économiques et financières de l'Algérie de l'époque, on peut dire que c'était vraiment une conviction politique qui était rare chez les États. L'engagement des États, c'est toujours un engagement avec beaucoup de restrictions mentales. Bon, l'Algérie, pendant toute une période, a joué le jeu. Et d'ailleurs, même pour l'Amérique latine, c'était un coup important que le voyage du président Ben Bella aux États-Unis, alors qu'il devait rencontrer le président Kennedy pour un voyage officiel, il a décidé d'aller également à Cuba. Bon, et je me souviens, j'étais alors au secrétariat général, les Américains étaient furieux, mais ils n'ont pas annulé le voyage. Et déjà le fait que les États-Unis n'annulent pas le voyage, c'était le signe que l'Algérie avait, à travers son gouvernement bien sûr, avait une audience importante sur le plan international. Le voyage, ce n'était plus un voyage d'État, comme cela avait été prévu, mais le voyage n'a pas été annulé. Par la suite, disons même sous le président
Boumedienne, la conférence pour un nouvel ordre international, avait de la substance. Même si les principes dégagés au cours de cette conférence n'ont pas tous vu le jour, elle a eu de la substance. Ce qui reste vrai, c'est qu'on n'a jamais réfléchi dans ces questions à un problème fondamental. C'est quelles sont les forces sociales qui sont à la direction des pays non alignés et quels étaient les rapports à la construction d'une société qui prenne en charge les besoins de l'ensemble de la société et qui les fait participer au point que les gouvernements deviennent une représentation du peuple. Là, il y a un échec incontestable et c'est les conséquences de cet échec que nous vivons aujourd'hui dans ce qu'on a appelé autrefois le tiers-monde. L'autre échec, mais ce n'est qu'un demi-échec, c'est l'objectif de la convergence avec les forces qui, dans le Nord, militent pour une égalité entre les nations, militent pour que des problèmes du tiers-monde soient pris en charge par ce qu'on appelle la communauté internationale. Cet objectif-là est toujours à l'ordre du jour. Demi-échec parce que, incontestablement, dans les pays du Nord, il y a des partis, des groupes, des personnalités dans le monde de l'économie comme dans le monde de la politique qui estiment qu'il est temps que les pays du Nord sacrifient un peu de leurs appétits au profit de ce qu'on a appelé les pays du tiers-monde. Mais si on voit la situation aujourd'hui de l'Algérie avec tout ce qui se passe autour, est-ce qu'elle a encore une marge? Est-ce qu'elle peut... Il y a toujours possibilité d'une marge, il ne faut pas désespérer, à la condition expresse que l'Algérie règle ses problèmes intérieurs et qu'elle accepte, quand je dis l'Algérie, c'est un bien grand mot, les forces sociales qui aujourd'hui, les forces entières qui font le présent de l'Algérie, acceptent un certain nombre de choses, à savoir transformer radicalement le cadre politique du pays, et comme on sait qu'elles ne le feront pas d'elles-mêmes, il faudrait qu'il y ait une dynamique interne, une poussée populaire qui les y contraigne. Cette poussée est toujours en question, il n'y a pas à désespérer, peut-être qu'elle viendra plus tôt qu'on ne pense. Merci.